Bonjour, nous sommes le 29 mai, il est un peu plus de 14 heures et nous arrivons avec Goliath, vous voyez la voiture derrière moi, sur notre lieu de promenade du jour. Et c'est évidemment l'occasion de vous shooter l'opus 3 de ma petite saga sur le SIBO et autres acronymes de pathologie digestive. On a parlé du SIFO, on a parlé de l'IBS qui n'est rien d'autre que le syndrome du côlon irritable dans son acronyme anglais. Et alors j'enchaîne sur la vidéo précédente où, par manque de temps, j'avais fini un peu court pour vous faire le tour des génotypes intéressants. Je me souviens évidemment avoir mis l'accent, je le fais régulièrement, sur le génotype ApoE qui me paraît très important, au sujet duquel j'entends des critiques comme quoi il n'y a pas de preuves scientifiques. Je suis désolé, il y a énormément de preuves scientifiques qui montrent que dans l'ApoE4, il faut se méfier énormément du cholestérol et des graisses saturées. Donc ce ne sont pas des patients, des ApoE4, à qui on peut recommander des diètes hautes en graisses et pauvres en hydrates de carbone, en féculents, alors que, et là il y a de plus en plus de preuves scientifiques, il y a un consensus international énorme qui monte à, je dirais, à vue d'œil, si on peut dire ça, au sujet de l'intérêt d'augmenter les graisses et de diminuer les féculents, notamment pour perdre du poids, ce qui est quand même un problème gigantesque à l'échelle internationale. Mais aussi, si vous voulez, c'est la réaction, c'est le reflux face aux mensonges d'État, au scandale qu'on a vécu pendant des décennies, depuis les années 80, même un peu avant, au cours du XXe siècle, avec cette espèce de pyramide alimentaire totalement artificielle, où, soi-disant, évidemment, Goliath m'entortille, où, soi-disant, on avait besoin de respecter une pyramide alimentaire avec une énorme base de féculents et notamment de céréales. Bon, grosse foutaise, purement et simplement inspirée par les besoins de l'agro-industrie américaine. Et là, il n'y avait aucune preuve scientifique. Et donc, si vous voulez, d'un côté, vous avez l'ApoE4 qui est moins favorable aux graisses et en particulier aux graisses saturées. Évidemment, il faut aussi manger des graisses quand on a un génotype ApoE4. Et puis de l'autre côté, vous avez E3 et E2 où là, les graisses sont beaucoup plus intéressantes et nous en faisons la promotion. Alors, il y a une différence entre E3 et E2. Bon, ce n'est pas le propos aujourd'hui, mais si vous voulez, les E2 sont à l'autre extrême d'une triade où les E4 sont de l'autre côté, sont en face. Alors, on a des petites... je suis un peu perturbé parce que nous avons des petites visiteuses. Regardez, alors elles sont évidemment curieuses, certainement attirées par le chien. Il y en a beaucoup plus devant. Et heureusement, j'ai Goliath en laisse parce que sinon, il est du style à aller s'immiscer dans tout ça et à faire son métier ancestral qui était, comme pour tous les Lhasa Apso, une race qui remonte à des siècles et des siècles, aux années 1200. Ses ancêtres étaient gardiens de yak, voyez. Et alors nos vaches, qui sont un peu moins impressionnantes que des yaks, serait certainement une belle tentation pour lui d'aller
un peu les dresser et les encadrer, ce qu'il a déjà fait dans son jeune temps. Bon, et ben voilà, on a la compagnie, vous les entendrez certainement. Donc je reviens à mon propos. ApoE est un génotype fondamental, je persiste et je signe, malgré ce que certains peuvent en dire. Surtout que j'en ai l'expérience clinique, j'ai plus de 1700 génotypes ApoE dans mes bases de données, et la corrélation avec ce que je préconise en tant que résultat clinique est absolument extraordinaire. Alors, après l'ApoE, je ne sais plus si je l'ai mentionné la semaine dernière, je vous le rappelle, il y a quand même le génotype LCT qui est un moyen très facile de s'assurer qu'on est tolérant ou pas au lactose. Voilà, LCT, bon, c'est quand même un budget très raisonnable, une 50aine d'euros, c'est facile, il faut quelques gouttes de sang, et on peut même le faire si vous voulez avec de la salive, c'est également possible, et donc vous avez le résultat une fois pour toutes, parce que les tests d'haleine pour le lactose sont quand même grevés de certains faux positifs et négatifs, ce qui n'existe pas avec le test génomique. Et puis bon, c'est moins envahissant, ça ne demande pas du matériel, ça ne demande pas une visite à l'hôpital, et je pense que c'est moins coûteux, peut-être pas pour le patient s'il y a des remboursements, mais certainement pour la société. Donc, deuxième LCT après ApoE. Et puis alors évidemment le troisième, et ça je suis certain que je ne vous en ai pas parlé la semaine dernière, je veux rattraper cet oubli, c'est le génotype FUT2, FUT2, fucosyltransférase 2, parce que s'il est homozygote variant, donc si vous avez deux mauvaises copies, vous n'avez pas la capacité d'amener du fucose sur la paroi intestinale, alors que ce fucose en forme de décoration de Noël, de boule de Noël, tapissant votre muqueuse intestinale, va être un argument de choix pour attirer des bonnes bactéries et donc pour influencer favorablement votre microbiote intestinal bactérien vers une composition riche en bactéries symbiotiques. Et donc le gène est défectueux quand il est variant du côté des deux parents, et donc le gène ne fonctionne pas. Alors regardez, je vous ai quand même encore amené dans un bel endroit, hein. Vous voyez ça? Toujours ces vallées avec tous les différents types de verres, et aujourd'hui, bon, il commence à faire un peu meilleur, avec je n'ai plus mes écharpes, etc. Bon, pas de bonnette, mais une bonnette anti-vent quand même, parce que vous entendez quand même probablement encore un peu de vent qui passe par les interstices entre les fibres protectrices pour éviter trop d'interférences de ce vent qui est soutenu. Mais bon, je crois qu'on va aller dans une zone beaucoup plus abritée. C'est d'ailleurs aussi pour ça que je suis venu ici aujourd'hui, en plus du fait que c'est vraiment... Bon, regardez, hein, on ne va pas se plaindre. Hein. Vous voyez, hein, c'est quand même... bon, toujours votre petite touche d'éducation et de sciences de la santé, mais également un peu de relaxation avant le week-end. Goliath, est-ce qu'on peut progresser? Allez, viens. Non, pas par là. Non. Allez, va vite. Bon. FUT2. Donc, il faut absolument faire le FUT2 dans les cas intestinaux compliqués, puisqu'on est parti du raisonnement selon lequel on essaye d'aider des patients qui ont tous ces diagnostics acronymiques, si ça existe, et en particulier les SIBO qui sont connus comme des cas difficiles. Et j'en vois beaucoup, j'en entends beaucoup qui ne sont pas soulagés, qui ne savent plus à quel sein se vouer. Donc vous avez toute cette exploration génomique. Dans la
capsule précédente, je vous ai aussi parlé de toute une série de tests sanguins plus classiques. Je ne reviens pas là-dessus, les statuts d'acide gras et tous les marqueurs métaboliques. Alors, ici, je viens avec quelque chose de beaucoup moins connu, qui me paraît très intéressant pour tout de suite évoluer et confirmer le fait qu'il y a une dysbiose. Notamment ici, on est dans la dysbiose bactérienne et en particulier avec des bactéries gram-négatives qui sont souvent très agressives. On est beaucoup plus facilement pathogènes dans le gram négatif que dans le gram positif. Ces bactéries gram négatives vont produire des toxines, c'est ce qu'on appelle des endotoxines, puisque c'est produit à l'intérieur de nous-mêmes, et des endotoxines qui ont des propriétés extrêmement désagréables. Ça s'appelle le lipopolysaccharide, LPS, encore un acronyme, LPS, et vous avez une manière d'identifier ça qui est très élégante, c'est de doser dans le sérum, donc c'est un tube à capuchon rouge, une prise de sang tout à fait banale, une molécule qui est le LPS, le lipopolysaccharide binding toxin. En fait, si vous voulez l'acronyme, et c'est peut-être plus facile à écrire sur la prescription pour ceux qui m'écoutent et qui peuvent prescrire des tests pour aider les patients, puisque mes vidéos s'adressent aux patients, mais ne sont pas inutiles, je pense, pour un certain nombre de professionnels de la santé pour aider et pour orienter ces patients vers des solutions, puisqu'on est à la recherche de solutions. Le LPS-BP. LPS-BP, lipopolysaccharide binding protein. Okay. Donc, ce LPS-BP, quand il est trop élevé par rapport aux normes du laboratoire, vous dit quoi? D'abord, vous dit que si ce LPS c'est lié à la binding protein, qui est une protéine transporteuse dans le sang. Binding protein, il y en a toute une gamme qui notamment transporte des hormones stéroïdes aussi. Il y en a évidemment d'autres, mais celle-ci est spécifique du LPS. Le LPS-BP vous dit que le LPS a passé la barrière intestinale et il est donc dans le sang et il est transporté par cette protéine. Et donc, comme le LPS est une grande molécule, ça vous signe un leaky gut. Donc c'est une manière élégante de suggérer, je ne dis pas que c'est une preuve formelle, mais enfin c'est quand même très difficile de voir ça autrement. Le LPS-BP en excès vous confirme une suspicion de leaky gut qui a pu être basée sur d'autres éléments. Vous avez des tests spécifiques pour dépister le leaky gut avec des analyses d'urine sur des challenges avec différents types de sucre. Ah, on est ici dans une zone fermière avec les troupeaux, etc. Voici un tracteur. On va bien vite se ranger avec Goliath. Là, il y a toujours des petits événements. Là. Alors, un peu de bruit, mais ça ne va pas durer. Voilà. Eh bien, bon, on reprend. Et donc, ce LPS-BP est un moyen de vérifier l'existence d'un leaky gut que vous avez pu éventuellement déterminer par un test spécifique. Mais est-ce qu'il y a besoin de passer par ce test qui est quand même un peu plus lourd à mettre en œuvre qu'une simple petite prise de sang? Peut-être pas. Moi, en tout cas, je le fais de moins en moins. Je dose le LPS-BP. Et puis, il y a quand même un autre moyen indirect aussi, mais tout à fait efficace, de supposer, de suspecter un leaky gut. C'est quand vous commencez à avoir des anticorps IgM contre toute une batterie d'aliments. Si vous réagissez à beaucoup d'aliments,
vos IgG seraient trop élevés vis-à-vis de beaucoup d'aliments, écoutez, il n'y a pas 36 explications, ce n'est pas un aliment plus allergisant pour vous, c'est une montée globale, la ligne de base des IgG est trop haute, ça c'est évidemment lié à un leaky gut. Okay, donc ça c'est pour le leaky gut. Mais ce LPS en plus est une molécule extrêmement inflammatoire et c'est d'ailleurs pour ça que on la retrouve dans ce phénomène de leaky gut parce qu'elle contribue au leaky gut, elle contribue à l'inflammation de la muqueuse intestinale. Okay, donc c'est extrêmement utile, d'autant plus, je vous rappelle que le point de départ, c'est que s'il y a trop de LPS, c'est que vous avez une dysbiose. C'est une dysbiose bactérienne à bactéries gram-négatives. Donc vous avez à la fois un diagnostic d'inflammation intestinale, de dysbiose intestinale et d'hyperperméabilité intestinale. Donc vous avez tous les éléments, et ce sont des éléments évidemment pas nécessairement concomitants, mais qui sont souvent juxtaposés les uns aux autres parce que l'un provoque l'autre, c'est un cercle vicieux parfait. Okay, donc, LPS-BP. Et puis, alors ça c'est ma petite botte secrète, c'est pour ça que j'ai un peu été influencé pour donner un titre à cette capsule. Et cette botte secrète, c'est de doser les vitamines B9 et B12. Donc B9 c'est le folate, plus concrètement le méthyltétrahydrofolate, mais bon, on peut dire folate, pas l'acide folique. L'acide folique n'est pas une molécule naturelle, c'est une horreur. Moi, je ne supporte pas les prescriptions d'acide folique. Si vous prenez de l'acide folique, vous mettez ça à la poubelle instantanément et vous remplacez ça par du folate ou du méthyltétrahydrofolate. Ouh. Un peu une inondation ici. Il y a énormément plu évidemment les derniers temps et la route est un peu submergée. Et donc ça c'est la B9 folate que je dose dans les globules rouges, donc le folate érythrocytaire parce que c'est intracellulaire, c'est toujours un peu plus fiable que les valeurs sériques, toujours un peu plus reflet de la physiologie réelle, parce que ce qui passe dans le sang, si ce n'est pas intégré dans les cellules, ça a évidemment moins d'intérêt et moins d'efficacité. Et puis alors pour la B12, là aussi, c'est pas la B12 courante que je dose, c'est ce qu'on appelle la holotranscobalamine, et donc c'est la B12 active. Okay, vous pouvez aussi prescrire B12 active, et on va vous doser la holotranscobalamine. Je ne dose plus la B12 totale, parce que de nouveau, c'est la partie active qui m'intéresse. Un peu comme on fait avec les hormones thyroïdiennes T4 et T3. Là, on dose les hormones libres, les hormones actives, disponibles. Okay, donc, B12, B9. Eh bien, figurez-vous que si, alors là, c'est très important, le si le patient n'est pas supplémenté en vitamine B, parce qu'évidemment, si on donne des vitamines B, on va mesurer ce qu'on donne en bonne partie, parce que c'est très facile de remonter des taux de B12 et de B9 avec une supplémentation. Mais dans tous les cas, et alors quand vous avez un nouveau patient qui ne prend pas des compléments alimentaires, là on est directement sur le sujet, il n'y a pas de B12 et B9 exogènes. Si vous avez des taux anormalement élevés, ils sont parfois très élevés, parfois très élevés, au-dessus des normes, pour ces deux vitamines B, ou pour une des deux. Parfois, on ne fait que la B12, et c'est déjà un diagnostic en soi. Eh bien, ça vous signe un SIBO. Ça, c'est un diagnostic de SIBO. Là, je vous garantis bien, c'est imparable s'il n'y a pas de supplémentation, parce que s'il y a supplémentation, on ne peut pas se fier à ces dosages. Mais si le patient ne
prend pas de vitamine B autre que par l'alimentation, ce qui ne va jamais donner des excès par rapport aux normes de laboratoire qui sont toujours très larges. 95-95% de la population va être considérée par le laboratoire comme en déant les références. Et donc, si vous êtes au-dessus de ça, c'est pas l'alimentation. Okay, c'est le SIBO. Pourquoi ? Parce que en cas de SIBO, vous avez toutes ces bactéries du côlon. Donc là, on est bien dans bactérien. On est dans SIBO avec B, pas SIFO. Donc, les bactéries du côlon ont proliféré, ont pullulé et sont remontées dans le grêle. Et c'est ça qui fait toute la différence pour les vitamines B9 et B12. Les bactéries intestinales, coliques du côlon, produisent beaucoup de B9 et B12. Elles ont cette capacité, alors que ce sont des molécules complexes. La B12 est une molécule extrêmement complexe. Je vois que les fermiers sont en train de refaire leur clôture. Et donc, il y a un peu de trafic. Je vais dire bonjour en luxembourgeois. Il va se demander ce que je fabrique avec mes appareils, mais c'est pas grave. Moyenne. Et donc, B12 et B9 sont largement produites dans l'intestin, dans le côlon, dans le gros intestin, mais il y a 1000 fois moins de bactéries dans l'intestin grêle, et donc là, il n'y a pas cette production de B12 et B9. Mais, et c'est ça qui est tout à fait fondamental, B12 et B9 sont absorbés par l'intestin grêle. Donc, si c'est là que ces vitamines B sont relâchées par cette prolifération bactérienne, eh bien, évidemment, vous avez une absorption massive et vous avez une augmentation des taux sanguins et vous avez des excès qui ne s'expliquent que par un SIBO. Voilà, alors j'en profite pour vous montrer Goliath, parce que le temps passe et comme ça on gagne un peu du temps sur la partie animalière, la partie nature. Je crois que vous en avez une bonne exposition aujourd'hui, mais animalière, il y a les vaches, donc il y en a aussi. Et donc voilà, B12, B9, si possible, mais c'est pas uniquement, si vous faites des dosages B12, B9 classiques, c'est-à-dire purement sériques sans les sophistications que je vous ai recommandées, ça va le faire aussi. Okay, donc voilà des outils diagnostiques. Et puis, évidemment, il y en a un que j'utilise énormément quand je veux commencer à travailler plus en finition et à donner des traitements de nettoyage intestinal, notamment des traitements sur prescription, des traitements médicamenteux, choisir un antifongique, choisir un antibactérien, savoir si je vais donner les deux, ce qui est souvent le cas mais pas toujours, savoir aussi quel type d'antifongique est antibactérien, donc là il y a des subtilités. Il faudra que je vous fasse quand même un jour une capsule complète sur ces dosages de métabolites organiques urinaires. Aux États-Unis, ils parlent plutôt de urinary organic acids. Mais bon, il n'y a pas que des acides. Donc moi, quand j'ai développé ce genre de test pour l'Europe, il y a une vingtaine d'années, j'ai décidé d'appeler ça des métabolites organiques urinaires. Alors les esprits chagrins ont dit que c'était le kit MOU, M-O-U, métabolites organiques urinaires, parce que mon nom commençait par ces 3 lettres. Eh bien, figurez-vous que ça n'a rien à voir. Et figurez-vous que je ne touche pas de royalties. J'aurais, je pense, dû un peu peut-être y penser. Je ne pensais pas que ça aurait une telle longévité, un tel succès. Donc c'est une analyse d'urine, typiquement qu'on fait en première urine du matin, comme ça une espèce de moyenne des urines de la nuit. Mais bon, si vous allez uriner pendant la nuit, voilà, vous savez, quand la première urine du matin n'est pas disponible, moi je fais des kits MOU aussi sur un échantillon
aléatoire d'urine. Donc il faut, je sais pas, 150 millilitres. Il y a des petits flacons ad hoc avec un petit produit antimicrobien pour que ce que vous dosiez soit effectivement ce qui se passe dans les voies propres aux patients. Alors, les voies urinaires sont largement stériles. Donc, quand on mesure des métabolites qui marquent une prolifération microbienne, ça vient typiquement de l'intestin. Ça ne vient pas de la vessie. Mais ce qu'on veut mesurer, c'est le patient et pas ce qui pourrait éventuellement continuer à proliférer dans le petit pot, surtout s'il traîne en chemin, exposé à la chaleur, au soleil, sur la plage arrière de votre véhicule en plein soleil d'été. Bon, on n'a pas envie de voir tout ça. Et donc, il y a un antimicrobien en petits cristaux dans le fond du pot. Et donc ça va nous mettre tout de suite sur la piste de est-ce que c'est fongique, est-ce que c'est bactérien, est-ce que c'est les deux. Ça ne nous dira évidemment pas si c'est dans le grêle ou dans le côlon. Vous connaissez maintenant, de par la vidéo précédente, mon point de vue. Bon, si c'est dans le grêle, c'est probablement aussi dans le côlon. Hein. Et pour savoir si c'est dans le grêle, voilà, vous avez maintenant un petit truc pas cher, facile à faire, avec tout médecin généraliste, même s'il n'est pas habitué à explorer ces domaines un peu complexes. Vous négociez avec lui, B12, B9. Si vous avez des excès, eh bien, il y a probablement un problème dans le grêle aussi en sus du côlon. Bon voilà, finalement on a fait cette vidéo sur base des tests diagnostiques. Bon, je ne suis pas encore dit tout ce que je voulais dire. Donc je pense qu'on va faire une 4e et dernière vidéo de synthèse sur le SIBO et autres acronymes intestinaux. Et alors voilà, nous on va poursuivre notre promenade avec mon fidèle compagnon. Il y a du ciel bleu, il y a du soleil. Je vous souhaite un bon week-end. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à partager ces vidéos parce que YouTube est assez fan de ça. Et c'est quand même pas plus mal d'être conseillé sur YouTube pour augmenter le nombre de vues. À bientôt, à vendredi. Salut!